Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler philosophie, on va même aller chercher un prix, le prix lycéen du livre de philosophie. Alors d'abord un constat, les professeurs de philo le constatent régulièrement, les élèves lisent trop peu ou trop vite sans toujours comprendre à quel point ils gagneraient à articuler les ressources de la lecture, à la construction de leur pensée. C'est pourquoi l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public, l'APPEP, a pris l'initiative de créer en 2015 un prix lycéen du livre de philosophie. Pour en parler, nous avons des invités et ils sont nombreux, mais d'abord accueillons Marie Charignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, vous enseignez... La philosophie au lycée Peyramal, C'est ça. donc au lycée Peyramal qui est donc le lycée du centre-ville de Lourdes, dans lequel nous avons un lycée, un collège et aussi des petites écoles qui y sont associées. Un ensemble scolaire, et bien oui, évidemment, la philosophie, ça c'est pour les classes de terminale, ça c'est en fin de cursus, la philosophie. Alors oui et non, parce que là précisément, on vient dans le cadre d'une nouvelle spécialité qui est en cours depuis à peu près 5 ans dans le cadre du nouveau bac, où les élèves peuvent choisir jusqu'à 12 spécialités, mais 7 sont tout le temps proposées par tous les établissements, et notamment la HLP, à savoir Humanité, Littérature et Philosophie, qu'ils peuvent commencer en première. Vous avez fait le choix de concourir et de faire concourir surtout les lycéens à ce prix du livre de philosophie. Pourquoi ? C'est une habitude ? Est-ce que c'est tous les ans ? Est-ce que c'est une nouveauté ? Pourquoi Alors, c'est pas une nouveauté. J'étais déjà venue à Radio Présence, mais il y a déjà, je pense, 6 ou 7 ans. Pour plein de raisons, je n'avais pas repris, on va dire, le collier. Mais c'est les titres. Donc, chaque année, l'association propose 3 titres. Assez évocateurs et qui rentrent en règle générale aussi dans le programme de philosophie générale. Donc ça fait double emploi. Et puis ça permet aussi de découvrir les métiers du multimédia, les métiers de la communication. Donc il y a le livre, le récit philosophique, les concepts, et puis aussi la communication sur ces lectures-là. Voilà. Bon, alors on démarre, on parle philosophie, alors c'est encore mieux avec des lycéens. On accueille Molly Briquebec. Bonjour Molly. Bonjour. Et puis Gabriel Espesso. Bonjour Gabriel, Bonjour. soyez bienvenue. Vous allez nous parler de ce livre, Renoncer au voyage, un livre écrit par Juliette Maurice. Alors nous ici, on n'a pas pu lire ce livre encore, on a envie de le lire et peut-être que vous allez nous donner envie de le faire. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'œuvre ? Qui est-ce qui se lance ? Gabriel. Donc ce livre a été publié en mai 2024 par Juliette Maurice aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Donc elle est connue parce qu'elle est agrégée de philosophie et elle a une chaire dans une fac à l'université du Mans. Du Mans, c'est ça ? C'est dans le Mans. Ah pardon. Ah ouais, on est dans le sud-ouest, mais dans le Mans, chers auditeurs, dans le Mans. Donc elle a écrit d'autres ouvrages en 2016, Le Monde ou la Bibliothèque. Et là, c'est une enquête où elle interroge les nécessités et les paradoxes du voyage. Donc c'est des préoccupations surtout écologiques qui sont mises en avant. Et voilà, c'est d'actualité, quoi. C'est d'actualité. Molly Briquebec, alors le pitch, racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre ? Bien, du coup, on explore la tension entre le besoin d'évasion et la conscience des effets néfastes du voyage sur l'environnement et la société, comme il a dit Gabriel. Et du coup, à travers ce raisonnement progressif, elle nous invite à repenser notre rapport au déplacement en analysant les motivations intimes et collectives qui nous poussent à voyager et en questionnant l'éthique de cette pratique. Mais est-ce que renoncer au voyage, c'est terrible ? Évidemment, il y a l'écologie, il faut réduire son empreinte carbone, mais aller jusqu'à renoncer au voyage, c'est ça qu'elle dit dans son livre ? Oui, eh bien, elle explique qu'en fait, le voyage, c'est un problème qui s'est toujours posé. Elle fait des retours dans les traditions philosophiques de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc elle va citer plusieurs philosophes, Rousseau. Et donc elle cherche à déconstruire l'idéalisation du voyage, puisqu'aujourd'hui c'est même un peu perçu avec le tourisme de masse
comme quelque chose qui se consomme. Et on se demande même parfois à quoi ça sert. Par exemple, un Américain qui va à Taïwan pour vivre comme à New York, ça sert à rien. Oui. Donc voilà, c'est ça un peu qui est souligné dans le livre, puisqu'aujourd'hui on vit quand même avec les phénomènes climatiques, le changement. Donc peut-être changer un peu nos attitudes. Molly, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans ce livre? Moi, ce qui m'a plu, c'est que elle nous interdit pas forcément de voyager. Elle le dénonce, mais pour qu'on y réfléchisse, pas pour qu'on se l'interdise forcément. Du coup, elle va essayer de dénoncer le réchauffement climatique, des choses comme ça, comme la masse du tourisme, etc. Gabriel? Oui, donc elle dénonce les déplacements massifs réguliers. Donc est-ce qu'on est obligé de partir en vacances tout le temps? Est-ce qu'on peut pas, par la lecture, elle parle aussi ou la contemplation, un peu s'échapper de notre monde. Donc c'est le côté philo. Et puis elle parle d'une forme d'errance et d'une fuite en soi-même. Donc elle reprend Rousseau, un peu les théories de Rousseau. Et elle cite Montaigne aussi, et elle cherche à déconstruire le voyage sous les traits qu'on lui connaît aujourd'hui, puisque ça n'a pas toujours été le cas. À un moment donné, le voyage, c'était quelque chose d'exceptionnel. On ne se déplaçait pas pour aller à la plage ou pour simplement... Une nécessité. Voilà, ça pouvait être une nécessité, ça pouvait servir beaucoup à s'instruire. Quand aujourd'hui, on se pose des questions... sur certains types de voyages qui semblent un peu qu'il faudrait passer à autre chose. Par exemple, les safaris ou il y a des voyages qui posent des questions. Donc c'est très écologiste comme livre, il faut quand même avoir un peu une conscience écologique. Sinon, on peut mal le prendre parce que ça nous interroge dans notre vie, à nous. Oui, c'est ça. Parce qu'on se pose des questions après. Alors, est-ce que ça a influé sur vos choix de vacances à venir? Moi, non. Parce que, en fait, elle... J'irai faire un safari. Non, j'ai pas dit ça. Mais je pense qu'on peut pas faire porter la responsabilité de tout sur les épaules des touristes. Parce qu'il n'y a pas que le problème du tourisme dans le réchauffement climatique. Et après, je suis d'accord dans le fond avec elle, mais il faut pas non plus terroriser les gens, je pense. Voilà. Molly, est-ce que vous êtes d'accord avec Gabriel? Oui, je suis bien d'accord avec Gabriel. Merci beaucoup. Renoncer au voyage. Voilà l'auteur Juliette Maurice aux éditions PUF. Marie Charignon, c'est un bon choix de lecture. Est-ce que ça a fait écho aussi au reste des lycéens? Alors, merci de nous avoir présenté ce livre. Sachez quand même que ce livre, il est donc inclus dans une listing de 3 livres pour lesquels il faudra faire un choix, hein, puisque le 31 mai, il y a le vote national sur les 3 livres. Mais ceci dit, moi j'avais quand même une question pour vous, les deux terminales que vous êtes. Si jamais vous aviez Enfin déjà, 2 questions peut-être. La qualité d'écriture et comment vous avez trouvé l'écriture, parce que c'est un livre d'universitaire, et ça j'insiste, c'est pas qu'un livre d'essayiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a sans doute des connaissances assez pointues sur cette question. Donc ça peut être un peu ardu. Alors est-ce que cette lecture a été ardue ou pas? Et deuxième question, peut-être vous voulez partager, qu'est-ce que vous feriez, est-ce que vous pensez que vous pourriez l'utiliser pour le bac? Alors pour la première question, moi je dirais qu'il se distingue par la clarté de son propos, quand même. L'écriture, c'est lisible, pour moi c'est resté lisible. Bien qu'il y ait des points complexes, puisque le sujet, elle va nous parler, des fois elle va citer Montaigne ou quoi, c'est une écriture un peu plus compliquée, mais l'auteur en elle-même, elle écrit pour un public, un tout public, il n'y a pas besoin d'être agrégé de philo pour lire le livre. Et sinon, au bac, ça peut servir, par exemple, par rapport au temps, puisqu'il questionne le rapport au temps, par rapport au plaisir, puisque le plaisir de voyager, c'est mis en question. Il y a plein de notions qu'on pourrait rattacher, même la nature, puisque le changement climatique, voilà. Et vous, Molly? C'est vrai que c'est une œuvre poussée, des fois il faut bien réfléchir pour comprendre, mais tout le monde peut le lire, je pense.
Et on a tous envie de le lire. Voilà, Renoncer au voyage. Juliette Maurice. Donc, c'est la présentation de ce premier livre. Maintenant, on attend les deux autres. Voilà, ce triptyque qui vont former ce prix philosophique, en tout cas pour être en lice. On marque une pause et puis on continue la lecture. Restez avec nous. Nous voici dans la deuxième partie de cette émission spéciale où on parle philosophie, on prépare à Lourdes avec Marie Charignon, ça va toujours Marie? Oui, je suis toujours là, tout oui. Voilà, professeure de philosophie au lycée Saint-Joseph Péramal. Oui, le prix lycéen du livre de philosophie, ça c'est vous souhaitez faire concourir vos élèves? Alors les faire concourir, les faire lire, c'était le défi qu'ils ont relevé, malgré toutes les obligations qu'ils ont en terminale, sachant qu'on est à un mois du bac. Oui, l'échéance se rapproche, mais vraiment, on a entendu tout à l'heure Gabriel Espesso et Molly Briquebec nous parler de ce livre de Juliette Maurice, Renoncer au voyage. Maintenant, on va parler avec Vanessa Guiraud. Bonjour Vanessa. Bonjour. Élève aussi en terminale. Oui, à Péramal. À Péramal, évidemment, et avec Aménis ce matin. Bonjour Aménis. Bonjour. Vous allez nous présenter ce livre avec un auteur évidemment connu, c'est Mazarine Pinjot, Vivre sans, voilà, le manque qui est au cœur des relations humaines et de la pensée, de l'économie et de la recherche, du désir et de la quête, de l'attente et de l'espoir. Peut-on réellement s'en passer? Qu'appelons-nous au juste manque? Qu'est-ce que le manque? Vous allez nous parler de cette œuvre. Peut-être pouvez-vous nous présenter le livre? Qui est-ce qui se lance? Je peux me lancer. Allez, Aménis, on vous écoute. Le livre Vivre sans, une philosophie du manque est un livre, comme on l'a dit précédemment, de Mazarine Pinjot, publié en janvier 2024 aux éditions Flammarion. Donc Mazarine a écrit son premier ouvrage intitulé Premier roman en 98, ce qui fait de Vivre sans son 18e essai. En effet, l'autrice, née en 78, est une écrivaine française, mais aussi professeure agrégée en philosophie, donc également connue pour être la fille de François Mitterrand. Oui, évidemment. Donc elle est autrice de nombreux romans, et elle aborde souvent des sujets comme la famille ou l'enfance. Voilà. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle révèle? Je me tourne vers Vanessa Guiraud. Vanessa, qu'est-ce qu'il y a comme trésor à l'intérieur de ce livre? Dites-nous. Donc dans Vivre sans, Mazarine Pinjot s'interroge sur la capacité de l'être humain à justement se passer de ce qui, durant un temps, lui semblait indispensable, comme le gluten, le sucre et d'autres sangs que nous estimons essentiels il y a quelques décennies de cela. Elle explore le manque sous toutes ses formes et montre comment l'absence, qui est loin d'être un vide insurmontable, peut parfois se transformer en une autre forme de présence. Ah oui, oui, ça veut dire qu'il y a besoin de combler le manque par autre chose, c'est ça qu'elle veut dire? Elle explique qu'en fait, nous, on est des êtres manquants, et c'est la dernière partie du livre, finalement, qu'il faut accepter que nous sommes des êtres avec un manque, et qu'on aurait besoin de combler. Voilà. Qu'est-ce que ça fait écho? Qu'est-ce qui fait écho dans vos vies? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce manque? Ou comment vous avez ressenti ça? Est-ce que ça vous a interrogé personnellement? Personnellement, oui, parce qu'on parle aussi de la littérature et du deuil, donc le manque d'une personne, ou par exemple le manque de réelles problématiques dans un livre, en fait. Et par exemple, pour le deuil, on manque de quelqu'un qui est décédé, malheureusement. Mais ça nous apporte aussi, pas un certain réconfort, mais dans le sens où une autre dimension de cette personne, on se dit qu'elle serait fière si elle nous voyait, ou des trucs comme ça. Donc ça apporte quand même une autre dimension à justement ce deuil qui est censé être très triste, mais qu'on voit d'une autre manière si on l'aborde plus généralement, quoi. Aménis. Alors, moi, j'ai plus vu le livre du coup du point de vue marketing, parce qu'elle met en avant, le fait que le manque est devenu une stratégie marketing finalement. Ah oui. Donc, ça se transforme en besoin. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, ça remet toujours en question le manque dans nos vies. Est-ce qu'on en a vraiment besoin, ou est-ce que c'est du coup ce point de vue marketing qui nous donne cette envie d'avoir un objet, par exemple? Donc ça est-ce que le dernier iPhone me manque, ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ça que vous dites? Exactement, oui.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre, Vanessa ? Donc moi, c'est le fait qu'elle soit captivante. Il y a beaucoup de perspectives en fait qui sont dans chaque dans chaque chapitre du livre en fait, il y a différentes perspectives qui sont mises en œuvre en fait. Et c'est intéressant parce qu'elle met en avant le fait que c'est la société qui nous fait manquer du manque justement, mais c'est pas nous-mêmes en fait. Enfin, quand il n'y avait pas le sans gluten, en fait, on n'avait pas besoin de sans gluten, justement. Ou quand il n'y avait pas le sans sucre, on n'en avait pas besoin parce qu'on ne le connaissait pas, en fait, on n'en avait aucune idée. Donc, en fait, c'est ça qui est vraiment important parce qu'elle montre que c'est quelque chose qui est créé par la société, en général, et pas forcément par nous-mêmes. Enfin, nous, on ne manque pas de manque, justement. Donc, c'est ça qui était vraiment intéressant à lire, surtout. Aménis, qu'est-ce qui vous a le plus particulièrement dans ce livre ? Alors moi, ce qui m'a plu, c'est du coup cette portée assez contemporaine avec des tendances actuelles, comme ce qu'elle appelle du coup l'effet du manque. Après, moi, je pense que c'est très global ce qu'elle écrit, mais je pense que le manque n'est pas assez mis en avant d'un point de vue positif, comme par exemple le sans alcool. On parle du sans gluten, mais pas de sans alcool. Et là, du coup, on se rend compte que le manque, ça peut aussi être vu d'un point de vue positif, parce que là, c'est plutôt négatif dans son livre. Voilà. Mazarine Pinjot, Vivre sans, aux éditions Flammarion. Marie Charignon, vous pensez qu'elles ont bien saisi la pensée de Mazarine Pinjot dans ce livre ? Ben oui, parce que la question du manque, précisément, c'est ce dont on ne peut pas parler, ou tout du moins qui est une recherche. Donc c'est vrai que ce que vous disiez, Amélie, sur l'aspect positif, c'est intéressant. Mais moi, je vais vous poser une petite colle. Ça, c'est le rôle des profs. Est-ce que, par exemple, notamment dans l'année, est-ce que vous vous rappelez notamment dans un certain cours où précisément le manque était l'objet d'un philosophe particulier et qui pouvait avoir un rapport avec le désir ? Alors, qui peut, Aménis ? Mais du coup, c'était dans le bonheur ? Je ne sais pas. Alors, pour moi, c'est dans le cours du bonheur. Oui, c'était avec Pascal, le manque Pascal. avec Pascal, oui. Mais parce que du coup, Pascal, c'est un homme de foi, si je ne me trompe pas. Et du coup, lui, il se repose plutôt sur la religion. Et quand il nous manque quelque chose, il faudrait plutôt se rabattre sur le côté religieux. Alors, je pensais pas à ça, mais effectivement, c'est intéressant. Mais autre question qui me paraît peut-être plus neutre. Vous avez dit, en gros, donc nous sommes des êtres de manque. Alors, oui. On pourrait d'ailleurs travailler sur cette question, mais au fond, ce manque, il est un peu comme insatiable. Et la société de consommation nous fait acheter du manque, du sans gluten, du sans, etc. Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas deux types de manque à distinguer ? Et pour le coup, est-ce qu'il n'y aurait pas, et ça on l'a déjà fait ensemble, deux désirs à distinguer ? Non ? Il n'y aura pas des désirs qui seraient plus essentiels que d'autres ? Ah, mais ça, c'est évident. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ? Ça me dit un truc, mais je suis pas sûre. Allez-y, Vanessa, faut se lancer. C'est le désir de... c'est le plaisir et le désir. Un plaisir qu'on peut pas... Enfin, justement, on va atteindre, mais qui va être insatiable parce qu'au final, on aura envie de quelque chose d'autre. Et le désir, on fait tout ce qui est en notre possible pour l'atteindre, quoi. Moi, j'ai pensé à ça. Donc, c'est à la fois un moteur et c'est à la fois... Oui, okay. Exact. On est vraiment là dans la philosophie, s'arrêter, prendre le temps, prendre un temps de réflexion. Et merci vraiment Vanessa Guiraud, Aménis Mata de nous avoir parlé de Mazarine Pinjot, Vivre sans, voilà, aux éditions Flammarion. C'est le deuxième livre en lice pour ce prix lycéen de philosophie. On va marquer une pause parce qu'il y a quand même un troisième livre. Alors on y va tout doucement, on marque une pause et on se retrouve tout de suite. Nous nous retrouvons dans cette dernière partie où sur Radio Présence nous parlons philosophie. Avec moi Marie Charignon. Ça va toujours Marie ? Toujours. Vous êtes professeure de philosophie au lycée Saint-Joseph Péramal de Lourdes. Est-ce que vous faites partie de ces profs de philo qui disent que les élèves lisent trop peu, lisent trop vite, sans toujours finalement comprendre ce qu'ils lisent ?
Alors, ils lisent, mais ils lisent de manière peut-être un peu, comment dire, choisie ou en tout cas peut-être pas assez longtemps, pas sur des œuvres longues qui demandent une attention longue et ça c'est très important pour structurer la pensée. Alors certains le font, mais se donner le défi de lire une lecture un peu complexe, des fois ça peut être un challenge. Et c'est aussi le challenge que présente ce prix lycéen du livre de philosophie. On va voir ce troisième livre qui va nous être présenté avec Deiva Robertson. Bonjour Deiva. Bonjour. Et puis avec Yves-Michel Fotso. Bonjour Yves-Michel. Bonjour. On fait tordre la rumeur, dire que vous ne lisez pas assez. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez lu et vous avez lu ici le petit traité de la ponctualité, voilà, écrit par Thibaut Salnave aux éditions de l'Aube. Un petit traité de la ponctualité. Alors en plus ici, on est sur une antenne radio, on court toujours après le temps, seconde par seconde. Mais en tout cas, le temps, nous l'avons pour vous entendre. Je voudrais que vous nous présentiez ce livre et son auteur. Qui est-ce qui s'y colle Pour l'auteur... Alors Yves-Michel Fotso. Thibaut Salnave, lui aussi est agrégé de philosophie, donc il est docteur de philosophie à Paris Sorbonne. Et par ailleurs aussi, c'est aussi un professeur de philosophie pour des classes préparatoires. Et Thibaut Salnave est extrêmement engagé dans la réintroduction du latin pour que cette langue en fait puisse permettre d'avoir une culture au niveau de la langue française en fait qui serait enrichie justement grâce en empêchant certaines langues de disparaître, donc notamment le latin. Il y a même consacré un livre qu'il a écrit a posteriori de son petit traité de la ponctualité. Et donc évidemment, nous avons aussi le livre que nous avons traité, donc le petit traité de la ponctualité, qui somme toute le livre que j'ai le plus apprécié parmi ceux que j'ai pu feuilleter, on va dire ça comme ça. Alors gardez ça bien au chaud, vous allez nous dire pourquoi vous avez aimé ce livre, mais d'abord on va demander à Deiva Robertson de nous dire un peu quel en est le contenu. Oui, alors le livre il pose une question assez simple. Pourquoi la ponctualité elle est si importante dans notre société ? Et en creusant, l'auteur il va nous montrer qu'elle est bien plus qu'une règle de politesse. Elle structure nos relations et nos priorités. Elle analyse différentes facettes de cette contrainte temporelle, du respect des horaires à la pression sociale, en passant même par les inégalités qu'elle peut créer. En quoi la ponctualité peut créer des inégalités ? Dans le livre, on voit comment le temps peut être géré par différentes classes sociales, donc entre ceux qui vont avoir le luxe du temps, entre guillemets, et ceux qui l'auront moins. Forcément, quelqu'un qui peut prendre son temps pour soi et sa famille, il peut avoir ce luxe du temps, contrairement à celui qui va devoir le passer à combler les lacunes de ce luxe du temps. Vous êtes d'accord avec ça, Yves-Michel ? Je suis extrêmement d'accord, c'est-à-dire qu'en effet, lorsqu'on se retrouve dans des situations là où, évidemment, au final, ceux qui travaillent le plus, par exemple, travailler le plus évidemment, en termes de quantité et même parfois en termes d'efforts physiques, je pense notamment à certains ouvriers par exemple, eh bien ces derniers ont très peu de temps pour eux pour pouvoir justement s'extirper de cette situation qui n'est pas forcément convenable. Et à contrario, des entrepreneurs, des personnes qui ont déjà des moyens, on va dire ça comme ça, eh bien pourront par exemple déléguer les tâches, pourront à certains moments décider de prendre des vacances pour eux. Et donc, s'ils veulent s'atteler à de nouvelles tâches, à de nouveaux loisirs, eh bien, ils le pourront. Ce qui fait qu'au final, on entre dans un cercle vertueux pour les classes sociales les plus aisées, et à l'inverse, dans un cercle un peu vicieux pour toutes les personnes qui sont un peu délaissées. Est-ce que vous pensez que la ponctualité, c'est vraiment contraignant ? Est-ce qu'il n'y a que des désavantages à être ponctuel ? Eh bien, au contraire, pour moi, la ponctualité, bien évidemment, elle s'inscrit comme notre capacité à pouvoir nous structurer, nous organiser au niveau des rendez-vous, au niveau des emplois du temps, etc. Évidemment, il n'y a pas que des éloges de la ponctualité que fait Thibaut Salnave. Il montre par exemple que même certaines formes de la ponctualité peuvent être en réalité, paradoxalement, comme la procrastination. Eh bien, il montre que c'est une forme de ponctualité, mais une ponctualité défaillante, tout du moins lorsqu'elle est, on va dire, l'aspect le plus commun de cette procrastination, donc lorsque nous repoussons plutôt de manière continuelle les tâches. Mais vous avez sélectionné un passage justement, oui, peut-être que c'est l'occasion de faire un peu de lecture. Oui, bien sûr. Donc le passage 129, eh bien,
à la page 129, donc, de la procrastination. Mais nous pouvons également nous laisser dépasser par le temps, échouer à tenir nos propres délais et respecter nos propres plannings. Nous les avons dressés avec tant de bonne volonté et voilà que nous nous répugnons à les suivre. Nous les remettons à plus tard, à l'heure suivante, à la journée du lendemain, au calendrier grec. Nous saisissons le moindre prétexte, l'occupation la plus futile pour nous en détourner. Tel est le phénomène bien connu de la procrastination, le pire adversaire de l'autodiscipline intellectuelle, l'ennemi juré de la ponctualité des deadlines, le vice non seulement de l'inexactitude, mais de la paresse à suivre le temps des agendas, à prendre au sérieux les règles du temps commun. La procrastination, dis donc, est-ce que, pour cette question, mais est-ce que ce rapport au temps vous a vous-même interpellé dans votre quotidien? Vous êtes à l'heure au lycée ou pas? Est-ce que c'est difficile d'être à l'heure au lycée, c'est ça? Deiva Robertson. Moi, je suis une personne qui peut être très souvent en retard Ah, pour différentes... il y a toujours de bonnes raisons Oui, d'être voilà. en retard, c'est ça. Mais Thibaut Salonave, il va interroger le retard d'une autre manière sur l'importance qu'on va donner au rendez-vous, mais aussi à la personne qui est au rendez-vous et comment différentes sociétés, parce que forcément le point de vue occidental ne sera pas le même que le point de vue oriental, asiatique et américain. Et toutes ces différentes facettes du temps, elles nous permettent de comprendre qu'il n'y a pas peut-être une seule manière de voir le temps d'une manière linéaire, mais d'autres. Ça va rejoindre une notion très particulière, celle du kairos, que les Grecs avaient tendance à mettre en valeur. Yves Michel, est-ce que ça a remis aussi votre pendule à l'heure finalement de lire ce livre? Eh bien oui, tout de même. Donc notamment comme avec le passage que je vous ai lu donc sur la procrastination, eh bien ce que j'ai bien aimé aussi, c'était que ce passage-là, avec un effet personnel évidemment, eh bien m'a permis de découvrir que la procrastination n'avait pas que des effets négatifs, tout du moins lorsqu'on nuançons le propos, c'est-à-dire vous voyez il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à pouvoir agir dans l'urgence, donc avec une forme de productivité qui se fera lorsqu'il y aura des deadlines justement, et lorsque nous nous retrouvons dans les derniers jours. Eh bien, ce n'est pas mon cas, en l'occurrence, mais cela m'a permis justement de voir potentiellement une manière de structurer les moments les plus chaotiques de ma vie. Donc en réalité, oui, c'est extrêmement, pratique en réalité. Il nous donne envie vraiment, Yves Michel Fotso et Deiva Robertson, de lire ce petit traité de la ponctualité écrit par Thibaut Salnave aux éditions de l'Aube. Je vois à côté de moi Marie Charignon, vous qui êtes prof de philo, avec une certaine fierté, je pense, de les entendre, parce qu'ils en parlent bien de ce livre. Mais peut-être ont-ils manqué un aspect, un détail. Alors moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, Deiva, sur le kairos, qui est effectivement un terme grec. Est-ce que tu as retenu un passage ou est-ce que tu sais ce que c'est que le kairos? Oui, alors le kairos, c'est une notion grecque qui va désigner le moment opportun, qui va souvent être opposé au chronos, qui est une manière de voir le temps linéaire, donc les secondes, les minutes, les heures, les jours, etc., etc., la manière la plus classique de voir le temps. Le kairos, il va aller chercher une autre manière de voir le temps, une manière plus intuitive d'appréhender celui-ci, qui va chercher à capter l'instant parfait et non l'instant à venir, pour essayer de toujours saisir la bonne occasion et pas l'occasion qui va apparaître. Alors c'est vraiment, tu l'as très très bien saisi. Et je trouve que pour le coup, ça remet en perspective la question du retard. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas du... Enfin, par exemple, l'exemple du rendez-vous. Enfin, j'ai lu parce que bon, pour les auditeurs, je n'ai lu aucun des 3 livres, puisque j'ai donné à mes élèves le défi de me donner envie de lire un des 3 livres. Mais j'ai quand même un peu parcouru, notamment celui de la ponctualité, mais en diagonale. À un moment donné, il me semble qu'il donne un rendez-vous... il prend l'exemple du rendez-vous chez le médecin, et il dit que finalement, on peut être en retard, enfin, on peut prendre du retard... parce qu'on peut perdre du temps, par exemple, à annoncer une maladie. Je crois avoir lu ça dans le passage ou alors dans des commentaires du livre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou tout du moins, est-ce que c'est un exemple qui vous parle? Est-ce qu'on peut perdre du temps, finalement, dans la relation humaine? En fait, le kairos, il va... Là, Thibaut Salnave, il va beaucoup l'appliquer à nos relations humaines, à comment... Peut-être que, en fait, en restant plus longtemps avec une personne et en prenant du retard sur peut-être le rendez-vous chez le médecin, on va donner plus d'importance à cette personne. Et c'est là le fait du kairos.
Donc l'opportunité, en fait. Et alors peut-être une dernière question, mais qui est plus critique sur la question du temps. Finalement, la ponctualité qui peut paraître un peu, tu l'as dit, Yves Michel, un petit peu raide. Est-ce que finalement, il n'y aura pas une critique un peu économique du temps ? Est-ce qu'il n'y a pas derrière une structure économique qui permet de mettre en valeur ce temps de la ponctualité ? Eh bien oui, en effet, ce temps de la ponctualité, notamment dans nos sociétés de consommation évidemment, eh bien il se trouve que au fur et à mesure, nous nous rendons compte que tout est fait pour que nous soyons plus productifs et plus notamment réactifs. Donc la ponctualité s'inscrit comme véritablement notre capacité à pouvoir suivre justement ce mouvement de consommation. Thibaut Salnave cite notamment Hertmund Rosa avec le phénomène d'accélération des sociétés qui va faire que nous sommes toujours plus pressés et tous les outils qui auraient dû nous permettre d'économiser du temps pour pouvoir en passer plus avec nos amis, avec nos proches, etc., ou même s'adonner à nos activités, vont finalement nous amener à effectuer toujours plus de tâches, et ce dans des ampleurs toujours plus grandes. De ce fait, eh bien, la ponctualité est vue certes comme une vertu, mais aussi comme un certain signe d'une société toujours plus poussée vers la consommation et vers donc l'efficacité des individus. Merci de nous avoir présenté ce petit traité de la ponctualité, écrit par Thibaut Salnave aux éditions de l'Aube. C'était la fin de ce triptyque, de ces 3 livres qui font ce prix lycéen de philosophie. Il faut dire à nos auditeurs que nous ne sommes pas seuls dans le studio. Il y a une quinzaine d'élèves là. Je pense qu'on peut applaudir quand même vos collègues qui ont extrêmement bien parlé et tous. Alors on va maintenant passer au vote. On fait une courte pause, le temps de nous organiser, et parce que nous allons voter parmi ces 3 livres qui nous ont été présentés: Renoncer au voyage de Juliette Maurice, Vivre sans, écrit par Mazarine Pinjot, et ce petit traité de la ponctualité de Thibaut Salnave. Donc préparez vos votes, nous ne sommes pas en conclave, ce vote seront publics, mais on se prépare et puis on vote d'ici des petites secondes. Et c'est maintenant le moment de voter. Donc nous avons eu cette présentation de 3 livres pour ce prix lycéen du livre de philosophie. On les rappelle, c'est Renoncer au voyage de Juliette Maurice aux éditions PUF. C'est également Vivre sans de Mazarine Pinjot aux éditions Flammarion. Et puis le petit traité de la ponctualité par Thibaut Salnave aux éditions de l'Aube. C'est le moment du vote et déjà les bruits courent que ce petit traité de la ponctualité plaît beaucoup aux lycéens de terminale du lycée Saint-Joseph Péramal. Alors Jade Fernandez, qu'est-ce que vous avez pensé, vous qu'est-ce que vous avez préféré comme livre? Alors au début je préférais le livre qui traitait du manque. Mais, donc celui de Mazarine Pinjot. Oui, mais vu comment ils ont développé la ponctualité, alors c'est vrai que de base ça m'intéressait pas du tout, honnêtement, mais comment ils l'ont traité et abordé, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Et ça vous a donné envie de lire le livre. Et Anne Radiski, vous aussi. Anne, est-ce que j'ai l'impression que ça vous a plu également, le petit traité de ponctualité? En vrai, c'était intéressant, mais j'ai préféré plutôt le livre de Mazarine Pinjot. Mazarine Pinjot, oui, sur le Mans. Ouais, Vivre sans. Oui. Surtout de comment elle nous montre une progression avec le temps et nos sociétés de la notion du vivre. Du sang. Du vide, et de vivre. Avec les Grecs qui considéraient le vide qui était du néant, et avec maintenant, avec notre société de consommation où le vide est remplacé par l'envie de toujours acheter. C'est ça, le besoin. C'est vrai qu'on est un petit peu tiraillé au moment de faire votre choix. Marie Charignon, vous qui êtes prof de philo à Lourdes, il va être difficile ce choix pour les élèves?
Alors, Comment vous sentez je ne sais pas s'il va être difficile, mais en tout cas, moi, le défi, c'était de me donner envie de lire les livres. Alors, j'avoue que les 3 passages me donnent envie de lire les 3 livres. Après, j'aurais quand même, je trouve que par rapport à notre... c'est vrai qu'on est sur 3 enjeux de l'époque. Mais renoncer au voyage me paraît quand même très intéressant. Mais bon, voilà. Mais le choix est maintenant aux élèves. Alors, ce qu'on fait, alors en radio on verra pas, mais on va quand même lever les mains et puis on fera le compteur. Qui vote pour renoncer au voyage de Juliette Maurice? 1 voix, 2 voix, 3 voix, vous êtes 15, 3 voix sur 15. Qui vote pour Mazarine Pinjot, Vivre sans? 1, 2 voix sur 15. Alors, levez les bras. Qui vote pour ce petit traité de la ponctualité? Thibaut Salnave. Voilà, c'est le livre que vous sélectionnez. Bravo. C'est le livre que vous sélectionnez. Il en va maintenant à votre professeur de philosophie d'écrire à l'APPEP, l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Et ça, c'est avant le 31 mai 2024. Pour donner le nombre de voix, c'est ça? Vous allez écrire? Oui, voilà. Donc, je dois faire parvenir ce scrutin, on va dire, d'ici maintenant 10 jours. Et alors, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas ouvert qu'aux lycéens. Cette sélection de livres, elle est bien parce qu'elle est possible pour tout le monde qui aimerait un peu lire de la philo sans que ce soit trop difficile, et c'est tous les ans. Et c'est tous les ans, et donc il faut suivre l'actualité de ce prix. Merci de nous avoir ouvert à la philosophie avec ces notions. On vous souhaite un bon courage pour le bac, on sera avec vous, et puis on suivra en tout cas votre actualité, notamment celle du lycée Saint-Joseph Péramal. Merci à tous et à bientôt.